Michael Faucan est aujourd'hui avec nous. Bonjour Michael. Bonjour. Parent avec le fameux Faucan ou pas? Oui, ça aurait pu être mon grand-père pour la blague, mais non, mon papy s'appelait Claude et pas Claudie. Ok, tu peux nous faire Claudie, j'imagine. Bah oui, je peux te faire Claudie. Allô maman? Maman, venir me chercher là où c'est écrit Duvel en grand. Soit tu sors, soit je te sors. À un moment donné, il faut prendre une décision. Hein. Ma carjacké. Bah ouais, sans carjacké, je suis Bon, et ça se dégoûté. passe comment? On carjack une voiture, qu'est-ce qui se passe après? On appelle comment l'assureur? Qu'est-ce qu'on lui dit? La police avant, effectivement. La police, On pour intervient commencer. comment après ça? Ça tout dépend des circonstances. On a été blessé, pas Ouais. blessé. À quelle heure ça va se passer si T'as déjà connu ça, j'imagine? J'ai eu plusieurs clients qui ont déjà eu ça. Et en fait, dans des cas comme ça se passe toujours de la même façon. C'est que le côté assureur, je te dirais froid, avec Ouais. procédurier, compte pas. La première chose que les gens ont besoin, c'est d'être rassurés. Quoi, c'est une main tendue C'est- avant le côté administratif, avant l'assureur qui intervient? Là, le côté, je te dirais, procédurier n'a aucun sens. Et que ça soit pour un carjacking, que ça soit pour une inondation, un incendie. Les gens, d'abord, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être écoutés. Et une fois que tu as écouté, rassuré, là, on passe au côté procédurier. Et c'est ce qu'on reproche, si tu veux, dans pas mal de métiers. Les métiers, on donne déjà les mécanismes, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Alors qu'en fait, ce qui intéresse les gens, c'est qu'on les comprenne et qu'on aille sur les éléments qui les intéressent. Donc si le client m'appelle, on m'a carjacké, d'abord comment allez-vous? Est-ce qu'il y avait votre femme, vos enfants? Tu prends effectivement des Oui, nouvelles, il tu y prends- a cette empathie qui est là. Quoi. Ben parce que Ouais. je fais partie d'un métier qui est un des métiers les plus, plus détestés. Parce qu'en Pourquoi fait, tu dis plus détesté? parce qu'en fait, on n'a pas bonne presse, parce que pas mal de mes confrères ne prennent pas le temps de mettre ce côté humain en avant. On est dans un métier où on a une place centrale dans la vie des gens, que ce soit pour leur famille, pour leur voiture, pour leur placement, leurs assurances vie. Donc, une fois que tu touches à ce qu'il y a de plus cher aux gens, tu dois avoir beaucoup d'empathie, pas mal de psychologie, et seulement à partir C'est une base du métier pour être un bon assureur aujourd'hui. Pour moi, je pense que oui, si c'était quelqu'un qui n'a pas d'empathie, qui n'est pas capable d'aimer les gens, je pense que là, ça pas un métier On a, qui fait on a pour ça. vraiment l'image aujourd'hui de l'assureur où tu appelles un call center, tu n'as plus une voix, tu n'as plus le contact. Oui. Moi, l'image que j'ai de l'assureur, c'est l'assureur qui vient à la maison. Tu vois? À l'ancienne. À l'ancienne, quoi. Et ça, c'est encore ce que toi, tu aimes donner, mais comment tu fais? Parce que tu as de clients. Ça fait quoi, 6 ans maintenant que tu existes? Ça fait 6 ans. Donc, Ça fait combien de clients, ça, sur 6 ans? Plus ou moins 700. Tu peux pas aller voir les 700 clients. On ne voit pas les 700 clients. Là, ce que je fais avec mes clients, c'est qu'il y a une charte morale qui est signée. Et en fait, cette charte morale, elle dit quoi? C'est que pour une entreprise, je les vois ou je les contacte au minimum une fois tous les trimestres. On prend le pouls, on demande est-ce qu'il y a du changement, est-ce qu'il y a des choses qui se passent. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, donc si je ne l'ai pas vu en allant sur place, je l'ai vu sur les réseaux sociaux ou vu que j'achète les produits de mes clients également, parce que je suis dans un vrai win-win avec les clients, c'est facile, je dirais, d'intervenir. Par contre, pour les clients particuliers, donc monsieur et madame, tout le monde, moi, je leur dis juste les choses suivantes. On met des timers. Donc, je leur dis, par exemple, s'il y a un changement, vous aviez une chambre, vous en faites une salle de bain, vous hésitez parce que la voiture vient de dépasser les 4 ans, j'ai plus de crédit sur tel ou tel objet. La question, c'est de savoir, est-ce que je suis prêt à prendre moi-même le coût que ça va générer, ou est-ce que je veux encore que l'assurance me permette d'avoir un matelas sur mes coûts? Mais ça, c'est un choix. C'est du multicarte, quoi. Exactement. Et à partir de là, ce que je fais par contre, c'est que je communique sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn et YouTube, l'information en assurance. Donc, par exemple, quand il y a des évolutions, des changements, par exemple, ici, on parle de la taxation sur les plus-values, ça va impacter les SICAV qui peuvent être pris en assurance chez certains de mes clients. Les clients vont se demander, oui, est-ce que je suis impacté, pas impacté? Les épargnes pensions, on avait posé la question, est-ce qu'on est impacté, pas impacté? Donc, mon job par rapport aux particuliers, ça va être une sorte de filtre. Je vous donne des informations sur mes réseaux sociaux et à côté tu prémâches déjà exactement, ton boulot, quoi. Exactement. Et alors, à côté de ça, ce que je fais, si tu veux, des analyses de mes clients. Donc, par exemple, ici, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de mes clients qui avaient des vieux contrats depuis 3 ou 4 ans. Et on refait un check. Et alors, le client, au lieu de recevoir la surprise de « je vais te majorer de 25%, ils reçoivent la surprise d'être réduit de 25%. Ça, c'est une belle surprise, ça. Fait plaisir, évidemment. Ça fait plaisir, mais c'est surtout pour moi l'ADN d'un vrai bon courtier assurance. C'est d'arriver dans le temps à toujours sublimer l'expérience client. Tu vois, arriver toujours à donner le meilleur. Sublimer, tu dis? Oui. Ah, c'est fou, ça. Ah oui, parce que on pourrait, si tu veux, le faire de manière basique, comme quand tu vas chez le médecin, il t'a fait ta prise de sang, il te dit, voilà, vous manquez de méta-gamma, vous avez trop de cholestérol, et tu comprends. Mais la question, c'est, tes méca, machin, c'est quoi?
Ça veut dire quoi? Tu reprends les Ouais, choses. c'est technique quoi pour les C'est trop, clients. T'as c'est trop besoin technique. de- Les gens n'ont pas besoin de ça. Mm. Les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est que tu expliques les choses clairement, simplement, et que tu les prennes, comme je te dis, par la main dans les différentes étapes de leur vie. Tu leur donnes les possibilités. Tu leur dis voilà, dans mon magasin, il y a tout ça. Qu'est-ce que vous prenez? Et en fait, on inverse, si tu veux, le rôle. Et une cliente à qui je pense que j'assure depuis 2 jours, et elle me disait oui, j'ai telle ou telle attente sur vous. Ok. Mais je lui dis moi, par contre, moi j'ai des attentes vis-à-vis de vous. Ah, tu lui dis comme ça. Ah oui, parce que par Et exemple, tu paternises le client là. il y a Franchement. un peu de Et ça. une approche qui est complètement différente. Hein. Oui, et l'avantage que ça va générer, c'est que d'une part, certes, au départ, c'est plus compliqué pour le client, il faut faire des fouilles, il faut rechercher tous les documents que je vais leur demander, mais après, je leur expliquais ma charte, tout ce que j'ai promis en termes de tarifs, en termes de négo, ouais. tout est derrière. Mais encore une fois, l'idée, c'est un vrai partenariat où ce que moi je fais, le client le fait à chacun sa part du job. Et derrière, ben, oui, il y a toujours des petits couacs, il y a toujours des petits problèmes, on enlève les grains de sable et on fait tourner la mécanique. Quoi. Comment tu le vois ton métier dans quelques années? Allez, dans 10 ans par exemple. Mieux. Mieux que maintenant. Il y a beaucoup Qu'est-ce qui va t'aider dans 10 ans? L'intelligence artificielle, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent ou qui en ont peur. Qui ne peuvent pas l'utiliser correctement en fait. Peut-être que c'est parce qu'ils ne savent pas l'utiliser, mais parce qu'en fait, ça va nous obliger à revoir notre modèle de distribution, en tout cas chez certains. Parce qu'en fait, allez, je donne un exemple. À la banque, quand j'y bossais il y a 20 ans, quand tu arrives dans une banque, c'était les opérations de base. C'était je donne de l'argent, je reprends de l'argent. Puis on s'est rendu compte que ces opérations avaient une faible valeur ajoutée. On a mis des machines. En faisant ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que certaines personnes qui avaient le job le plus bas au niveau structurel et organisationnel dans la banque risquaient leur place. On disait, bon, on va faire des licenciements. Ça fait peur, évidemment. Ça fait peur, mais en même temps, ça crée des nouveaux métiers. On a créé plus de conseillers. Mais la question, c'est comment trouver le juste équilibre entre les avancées techniques qui vont t'aider à faire certaines tâches qui n'ont pas une valeur ajoutée et nous, à apporter cette valeur ajoutée. Et c'est là où, pour l'intelligence artificielle, par exemple, chez certains fournisseurs de compagnies d'assurance, pour un constat d'accident, là où j'aurais pris 10 ou 15 minutes avant, maintenant on scanne un document, on vérifie si toutes les données sont correctement installées, on met un commentaire et en moins d'une minute. Et au niveau de ton personnel, ça veut dire que moi, j'ai pas encore de. tu es seul. Pour l'instant, je suis seul, j'ai pas encore de personnel. L'étape qui est en train d'arriver, c'est que je viens d'acheter un local où je vais pouvoir installer du personnel. Donc ça, c'est déjà une belle victoire. On a une question de Siri pour toi. Dis-moi. Tu la connais, Siri, elle t'accompagne évidemment. Oui. On va cliquer sur le bouton et on va écouter ça. Dis-moi. Pompier ou chocolatier? Ah, qu'est-ce que tu vas répondre à ça? Pompier au chocolatier. Pompier au chocolatier. De très beaux métiers. Complètement folle, Siri. Hein. Ou il est complètement fou, Siri, parce qu'il est asexué, c'est pas vrai. Et que ce truc j'explique sur les pompiers ou les chocolatiers? Je sais pas, Siri Pompier. pète un câble. Chocolatier ou pompier? Tu dois plus du côté pompier? Je me vois des deux côtés. Est-ce que tu viens éteindre des incendies de façon évidemment imagée? Oui, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Oui, en termes de pompiers, parce qu'en fait, la première chose qu'il faut faire, c'est prendre les gens par la main. Donc, c'est les accompagner dans leur douleur, dans leurs difficultés. Je fais parvenir les morts, je n'éteins pas les incendies, je ne suis pas plombier. Mais ce que je peux faire, tu n'es pas le Dominique Lehmann de... J'aimerais bien, mais en même temps... Je vois, oui, vous devez faire ça, Madame Dufresne. J'aimerais bien, mais on peut pas. Oui, mais à un moment donné, avec 24 heures, j'ai déjà pas assez, mais là, ça sera encore plus compliqué. Mais les gens voudraient que je fasse ça. Hein. Parfois, j'ai des anecdotes comme ça où les gens, limite, je devrais monter sur le toit et aller remettre les 3 tuiles. Mais tu les accompagnes dans leurs difficultés, et c'est pour moi normal, même si c'est parfois très dur, parce qu'on a aussi notre vie, où on a aussi les problèmes de la maison, mais on ne peut pas. Une autre question de Thierry, tu en veux une deuxième, là? Allez, vas-y. Alors, on appuie sur le bouton. Si j'étais président. Oula, la question. Si j'étais président de compagnie d'assurance. Hein, c'est un job que je ne voudrais pas avoir. Non, pourquoi? On va m'enlever mon autonomie et mon indépendance. En fait, j'ai travaillé dans le passé pour plusieurs fournisseurs, soit des banques ou... T'as été employé avant? Oui, j'étais employé. Dans d'autres compagnies d'assurance? Pour d'autres compagnies d'assurance. J'ai travaillé en fait 2 ans chez un courtier, chez 2 courtiers différents. J'ai travaillé 5 ans dans une banque et 10 ans dans une compagnie d'assurance. Qu'est-ce que t'en gardes comme souvenir? De très bonnes choses au niveau humain et au niveau de la clientèle, mais une grande tristesse sur la largesse des possibilités. Quand tu travailles avec un seul fournisseur, le problème c'est que la réponse elle est blanche ou elle est noire. Tu peux pas forcer. Et tu peux pas les mettre en concurrence.
Et il n'y a pas de question, de possibilité, il y a pas de quoi. question de Ouais. concurrence, ta marge de manœuvre sont plus faibles et ça ne correspond pas forcément à ta cible que ton employeur veut t'imposer. Alors que si tu es comme moi et que tu prends vraiment la peine de bien faire le boulot, les possibilités sont extrêmement larges. Donc pour moi, un vrai courtier d'assurance, et c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que pour moi, tu crées simplement un supermarché où dedans, tu viens avec ton petit chariot et t'expliques aux gens, voilà, il y a ça. Si tu prends cette option-là, le prix... Mais les supermarchés comme ça de l'assurance, est-ce que c'est pas une peur aussi de se dire ouais mais bon si on me demande une telle compagnie je l'ai peut-être pas. Alors j'ai justement moi Ouais. ce luxe de travailler Ouais. avec toutes les compagnies du marché parce que je fais partie d'un groupement de courtiers qui s'appelle Aquilé. Mhm. Et en fait ce groupement de courtiers fait que on est 60 à négocier ensemble notre partenariat avec les Ce qui différentes permet de compagnies. réduire les prix. Ça permet de réduire les prix Les primes, et ça te ouais. permet d'éviter la pression que tu peux avoir d'un fournisseur. Le problème, c'est que quand tu es coincé, comme je disais tout à l'heure, avec un seul fournisseur, d'où le fait que je ne pourrais pas être le directeur d'une compagnie d'assurance, c'est que tu es coincé, c'est blanc ou c'est noir, comme je te disais tout à l'heure. Et la chose suivante, c'est que tu ne pourras jamais avoir du sur-mesure pour le client. Et à côté de ça, tes fournisseurs peuvent te dire, si tu ne fais pas tel volume, je vais te fermer les portes. Et grâce à mon groupement, c'est une sorte de label supplémentaire qui permet de renforcer cette réelle indépendance de mon métier. Une autre question de Cyril, la petite troisième. Je t'écoute. On appuie sur le bouton. Pourquoi assureur à Bruxelles? Pourquoi assureur à Bruxelles, tiens. Ouais. Oh, ça, c'est un hasard de la vie. À la base, moi, je viens de Carolo à la base. Hein. Je viens de Charleroi, du pays des Zépes, et très fier d'être Carolo. Mais j'ai fait mes études à Bruxelles, enfin à Louvain-la-Neuve et à Bruxelles. Et en fait, mon épouse est bruxelloise et on avait joué un jeu à l'époque. C'était de savoir le premier qui trouve le boulot, suit l'autre. Et ben si, j'ai perdu. J'ai perdu, j'ai suivi et je suis tombé amoureux de Bruxelles. Je pensais pas que je m'y plairais autant et pour l'instant, je me verrais pas vivre en dehors de Bruxelles. Et t'as craqué quoi. J'ai craqué pour la capitale et je m'y retrouve très très bien à tout niveau et au niveau privé, professionnel. Donc t'as pas envie de refaire un truc à Charleroi? C'est dans les projets, dans les cartons. Oui, mais tu sais, on me l'a pas dit. Hein. Ah, on l'a pas dit. Je te promets qu'on l'a pas dit. Mais je peux te dire la chose suivante, c'est que quand tu n'as plus de projet, pour moi, tu n'as plus de vie. Donc moi, si tu me revois dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, j'aurai toujours un projet suivant. Et si ça sera plus en assurance parce que je serai trop vieux ou mes enfants auront pris ou il y aura un associé ou plusieurs associés, ça sera autre chose. Mais je pense que la vie est trop courte et essayer d'avoir un maximum d'opportunités et essayer toujours d'avoir des challenges, c'est super important. Et quand on dit que tu casses les codes au niveau de l'assurance, t'en penses quoi? T'es conscient de ça? Je casse les codes, oui et non. En fait, je dis certainement tout haut ce que beaucoup de gens pensent très bas. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que maintenant, je vois plus en plus de confrères se mettre derrière les podcasts et on me dit qu'est-ce que t'en penses. Moi je pense que quand on est copié c'est qu'on n'est pas souvent loin de la vérité. Mais l'original est là. Oui, voilà. l'original est là et en même temps moi j'apporte ma vision, ma façon de faire qui ne sera peut-être pas celle d'autres, mais là où ça devient touchant c'est quand certains confrères viennent vous voir et disent waouh, j'ai vu ce que tu fais, tu donnes un regard neuf de notre métier, moi j'oserais pas le faire mais tu le fais. Donc même si c'est des gens que je pensais pas voir comme ça, on vient te voir spontanément, on t'annonce ce genre de choses, ça fait plaisir quoi. Bon, tu sais que Nicolas, qui réalise ce podcast, qui est derrière les caméras, a demandé est-ce que tu amènes 2 objets. Oui. Je ne les connais même pas évidemment. Donc tu nous as amené Alors, 2 objets. Le premier peut-être. Le premier c'est mon diplôme de philo. Ah oui. Ouais, j'ai une licence en philo à la base, oui. Ah monsieur, une licence de philo à la base. Oui, oui, et et quoi, ça t'aide dans ton métier aujourd'hui d'assureur ou pas? Complètement. Pour l'anecdote, t'en es fier, ça. Je oui. sens que tu le regardes oui, avec beaucoup d'émotion. C'est pour ça que quand Nico m'a demandé les 2 objets, ça n'a pas été très compliqué pour moi, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, à la base, je suis un fils d'ouvrier, donc papa et maman n'ont pas été à l'école très longtemps. Et quand j'ai eu l'idée à 16 ans de dire je veux changer de vie parce que tout simplement j'ai rencontré un prof remplaçant en français et cette personne était licenciée en philosophie. Et donc c'est les questions existentialistes de Kant, pourquoi exister, qu'est-ce que c'est que le bien, le bonheur, etc. Et donc j'ai changé d'école, j'ai faisais 1 heure de bus le matin et le soir pour simplement 4 heures de philo. Certains m'ont pris pour un taré déjà à l'époque, donc ça n'a pas changé. Mais t'es en quelle année là? En 5e secondaire, donc je fais 1 heure de route le matin et le soir en bus pour ça. Je me dis si je finis déjà les secondaires, ça serait déjà pas mal, et après je revois cette personne-là.
De fil en aiguille, j'ai réussi 1 année, 2 années, 3. Entre-temps, je rencontre ma femme et j'ai ce diplôme de philo en main, ce qui était une sorte de saint graal. Et d'ailleurs, ma grand-mère est là sur le buffet à la maison. Avec ta photo à côté. Parce que c'était, la fierté de se dire, waouh, tu peux venir de rien. Mais le gamin a réussi, voilà. C'est une forme de réussite. Après, il y en aura d'autres. Je me rendrai compte à ce moment-là, parce que là, j'ai 23 ans et je me dis, maintenant, tout est fait. Mais en fait, non. J'ai simplement une clé. Ce prof-là, c'était ton tremplin. Pardon ? Ce prof, ça a été ton tremplin. C'est un tremplin et une chance. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration sur les profs. Ma femme, en plus, est prof aussi. C'est peut-être pour ça que j'apprécie autant les choses. Parce qu'en fait, ils ont un impact. Et c'est pour ça que quand j'entends maintenant le gouvernement fait des coupes et des recoupes dans l'enseignement, où tu as des châssis où on ne sait pas ouvrir une fenêtre, tu as le radiateur qui fonctionne à 40 degrés et en hiver, il crève de froid. Et on leur dit, ouais, mais il faut faire comme ça. Mais c'est construire des générations où on peut arriver à faire des choses. J'en suis un exemple. Et même si c'est très dur et que tu dois ménager un boulot, plus étudier et te dire pourquoi je fais ça, au bout du compte, au bout de 4 ans, quand tu te dis, allez, ce petit cadre, je le mets au mur et je suis vachement content d'y être arrivé, quoi. Bon, deuxième objet. Et pour rebondir sur cette question de la philo, tu me demandais si la philo, ça comptait pour mon métier tous les jours. Eh ben, aussi étonnant que ça puisse être, oui. En fait, la philo et l'assurance, on joue au même jeu. C'est des concepts, c'est des réalités, des théories. Et la difficulté, c'est d'arriver à comprendre comment les choses vont s'imbriquer. Après, tu as 2 façons de faire. Soit tu fais comme le médecin, comme on disait tout à l'heure, où tu expliques avec un charabia incompréhensible pour les gens. Très technique. Et ça n'a pas de sens. Soit on se dit, j'explique les choses simplement, platement, et une fois qu'on fait ça, les gens vont comprendre. Et en fait, c'est comme ça que j'étais prof en fait aussi quand j'étais étudiant en philo pour ceux des autres facultés, parce qu'en fait, les profs n'expliquaient pas simplement et facilement les choses. Et le deuxième objet. C'est un objet que j'ai reçu en plus il n'y a pas très longtemps d'un copain qui s'appelle Benoît Dassy. C'est un trèfle à 4 feuilles. C'est le nom de l'agence aussi. C'est le nom de ma société. Et en fait, c'est un jeu de mots. En fait, 4 trèfles, c'est les 4 F. F pour moi, qui est le premier faucon. J'ai 3 enfants. 3F plus un F. 4 trèfles. Et mon épouse s'appelle Sylvie, donc il y a un petit S à la fin. D'accord. Et j'ai pris cet objet-là parce qu'on me demandait de prendre un objet symbolique. Parce que depuis très, 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 très longtemps, j'avais envie d'ouvrir mon entreprise et j'ai hésité longtemps. Et tu sais, c'est un petit peu le gars qui est au bord de la falaise, il sait nager, il pourrait plonger, mais il plonge pas parce qu'il se dit je vais peut-être pas y arriver. Et donc, depuis 2016, je me suis dit allez, je vais y aller. Puis t'attends. Et puis à un moment donné, j'ai eu la crise de la quarantaine et je me suis dit boum, on y va. Mais ce qui n'était pas prévu dans l'équation, c'est que 9 mois après la création de la boîte, le Covid est venu nous dire bonjour. Et à partir de là, en fait, sans le savoir, l'entreprise, avec 9 mois, j'ai dû apprendre le métier d'indépendant, dirigeant d'entreprise, etc. J'ai passé mon temps à 2 autres casquettes, celle de lecture intensive. Il ne se passait rien, donc j'avais le temps de lire beaucoup de choses en termes d'assurance. Et l'autre chose, ça m'a permis de créer tous mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Et de se rendre compte qu'en fait, l'information ne doit pas simplement la donner de manière passive quand le client vient, il faut pouvoir être instructif. Et donc j'ai eu cette idée un petit peu comme c'est pas sorcier, tu vois, on t'explique des concepts qui sont super compliqués de manière simple, et c'est comme ça que j'ai fait mes premières vidéos. Voilà, parce que tu peux montrer aux gens à quoi ça sert. Et puis certains clients m'ont dit mais si tu fais ça, on va te piquer des clients. Mais non, pas me piquer des clients. C'est toujours la peur, ça. C'est comme les gens qui ont des tutos sur Internet. On dit ouais, mais t'es un peu fou de faire ça. Mais non. On va venir te piquer le truc. Mais non, voilà, au contraire. On te donne une approche différente. C'est un capital de notoriété qui est magnifique. Et ça permet de rencontrer au devoir des gens que j'aurais jamais rencontrés autrement. Des gens comme toi, par exemple, où on partage des choses et aussi montrer que mon métier n'est pas si obscur que ça et qu'on peut arriver à faire des choses tu m'as sympas. donné une autre vision, en tout cas, une autre facette du métier. Franchement, avant de te rencontrer, on ne se connaissait pas, on va le dire. Quand Mickaël m'a dit, Nicolas m'a dit, voilà, on va enregistrer une vidéo avec un client qui est même un ami, qui est assureur, qui casse les codes. Et franchement, on sent cette confiance que tu as. On sent en ton métier et tu donnes cette confiance aussi. C'est quelque chose de très très riche. Il y a beaucoup d'émotions dans ce que tu dis. On sent que c'est super authentique. Et je crois qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça. À l'heure d'aujourd'hui où l'humain n'est plus vraiment au centre des affaires, au centre des préoccupations,
tu amènes quelque chose qui, pour moi, est vraiment très très fort. Et c'est un plaisir, franchement, de m'entretenir avec toi aujourd'hui. C'est extrêmement gentil, ça me fait extrêmement plaisir ce compliment parce qu'en fait, allez, j'ai une petite anecdote pour toi. Quand j'ai ouvert ma boîte en 2019 et que je rencontre tous les commerciaux des différentes compagnies et que je leur ai expliqué ma méthode, et ils m'ont dit ouais, cette méthode, tu vas la tenir 3 mois, 6 mois, le temps que le pognon y rentre. Et une fois que le pognon rentre, ça sera fini. Tu rangeras tes breloques de diplôme, de machin, de concept. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au plus le temps passe, c'est le côté soi-disant breloque que j'allais tenir quelques mois, c'est devenu une marque de fabrique à un point tel que certaines choses, on ne me les demande plus parce que tout est fait dans l'intérêt du client et uniquement dans l'intérêt du client. Et tu vois, l'idée, je suis cohérent. C'est-à-dire que quand tu parlais tantôt que j'avais un côté un peu paternaliste, et ça c'est vrai, il y a des gens qui détestent ça. Et donc je leur dis juste, passez votre chemin, je ne suis pas fait pour vous. Voilà, je suis pas fait pour fait pour travailler ensemble. Et en même temps, il y a du direct, il y a plein de types de courtiers. Donc j'ai un type de clientèle qui n'est peut-être pas ceux des autres. Ça, c'est la première chose. Mais à côté de ça, je suis toujours dans une forme d'équité, de justice dans l'intérêt collectif. C'est-à-dire que si je me rends compte qu'un client fait quelque chose qui est malhonnête, je ne défends pas mon client. Je dirais je ferai un côté éducatif et dire voilà, dans votre sinistre, dans ce que vous me réclamez, pour telle ou telle raison, c'est pas juste. D'accord. À l'inverse, quand une compagnie ne fait pas ce qu'il faut pour mon client, il n'y aura pas de on verra, on va discuter. Non, je sors les. Ça veut dire quoi, que certains de tes confrères sont un peu bandits? Non, je dis pas ça. C'est qu'il y a. C'est l'image qu'on a aussi. Hein, oui, mais ça le cache. Hein. Pourquoi oui, on pourrait. Pas mal de gens pensent qu'il y a des bandits parce qu'en fait, faut pas être naïf. Il y a aussi chez certains défauts de formation. Il faut savoir qu'au départ, les courtiers d'assurance, c'était qui? C'était le curé, c'était le gendarme, c'était le prof qui, après 16 heures, avait son petit métier parce que c'était un métier de notoriété. Et vu qu'il y avait cette notoriété qu'ils avaient au niveau du village, de leur commune, etc., ils exerçaient ça à titre accessoire. Sauf que on s'est rendu compte que pas mal de gens n'avaient pas les compétences. Et donc, on essaie de professionnaliser le métier étape par étape pour arriver en 2016 où il y a vraiment une standardisation au niveau des process. Comme on l'a fait pour les agents immobiliers, par exemple. Hein. Oui, mais sauf que tu peux avoir un beau diplôme, que tu peux avoir les compétences. C'est ton historique, c'est tes capacités à revoir ton modèle de distribution qui va faire la différence. Moi, j'ai la chance d'être passé 5 ans dans une banque, 2 ans chez un courtier, 10 ans dans une compagnie directe. Donc, moi, j'ai vu différents aspects. Et l'évolution. Des évolutions, des choses positives, des choses négatives, mais en même temps, tu te rends compte quelles sont les différentes possibilités, quoi. C'est un plaisir, franchement. Franchement, Mickaël, tu peux nous rappeler les réseaux pour te retrouver? Facebook, j'imagine, Insta. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn et YouTube. À bientôt, Mickaël. Merci, à bientôt.